Bonsoir et merci d'être avec nous. Des faits malheureux se sont passés donc le week-end dernier. Nous en parlons. On va cibler donc Agboville et Port-Bouët et puis aussi revenir sur ce qui s'est passé sur le pont, aujourd'hui le pont de Gaulle. Ce suicide, on en parlera tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. Et justement, nos amis sont là ce soir pour en parler, mais nous aurons également le directeur de cabinet du ministère de la Santé pour nous faire un peu le point sur la communication qu'ils ont eu à faire et surtout comment est-ce que les choses vont avancer. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chez vous. Bonsoir Pascal, Christelle. bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à vous. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Et en attendant donc d'avoir le docteur Kofi Akachar, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour son intervention et surtout avoir meilleure explication. Pour l'instant, nous, on essaiera, autant que faire se peut, de faire un décryptage des faits. Daouda, allons-y avec vous. Que s'est-il passé à Agboville, ensuite à Port-Bouët, pour parler donc de ces deux cas-là, avant d'en arriver à ce qui est tout près de nous ici à Abidjan? Déjà, ce qui s'est passé à Agboville d'abord. Oui, Agboville, et puis je disais à Abidjan, enfin, ce qui s'est passé ce matin, on va dire ainsi. Donc, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'il y a une dame qui a été admise au CHR de Port-Bouët, qui, durant le traitement, a eu des complications digestives. Et donc, après, elle a succombé des suites de cette maladie. Et son fils, à qui la nouvelle a été annoncée, il a été pris d'émotion, n'a pas su contenir son émotion et il a commis des actes de vandalisme au CHR de Port-Bouët. Au niveau d'Agboville, c'est pratiquement la même chose, sauf que l'individu Samassi, qui avait fait interner son neveu de 10 ans au CHR d'Agboville, ce dernier, qui le lendemain est revenu pour prendre des nouvelles de son neveu, il apprend le décès de ce dernier. Lui aussi, pris d'émotion, est allé un peu trop loin, selon moi. Il est parti chercher un bidon d'essence qu'il a aspergé sur la pédiatrie, les plafonds, les murs, finalement, qui est parti en fumée, sans tenir compte du fait qu'il y avait 12 enfants qui étaient internés là aussi. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Les enfants ont été sauvés. Ceci étant dit, votre commentaire maintenant. Mon commentaire sur la question, c'est que je condamne l'acte de vandalisme qui a été posé déjà à Agboville parce que le prévenu ne prend pas en compte qu'il y a 12 enfants qui étaient internés là. Mais quand tu dis cela, après, je me dis, si on prend un peu de... On parle bien du bâtiment de pédiatrie. Le bâtiment de pédiatrie, bien effectivement. Mais quand tu prends un peu de recul, tu peux te dire que tu peux comprendre leur douleur. Est-ce que la douleur, justement, explique les actes de vandalisme, Daouda? C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais quand vous la comprenez, on pourrait... Si vous me laissez pousser, vous allez voir que je vais y arriver. Il fallait quand même que je mette le point qu'on pourrait confondre un peu. Allez-y. Non, je sais bien m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que quand tu prends un peu de recul, tu peux comprendre souvent la douleur de certains parents de malades quand ils perdent certaines personnes. Et quand souvent on va dans certains hôpitaux, le traitement que certains parents de malades peuvent subir vis-à-vis de certains agents de santé, on peut comprendre que ça peut arriver. Mais, ceci étant dit, rien ne doit justifier la violence, pour ma part. C'était ça mon point. Ce n'est pas pour dire que je justifie la violence. Très bien. Barry, Daouda a rappelé les faits. Votre commentaire. Est-ce que vous comprenez l'acte de ces personnes ou il ne faut même pas essayer de comprendre, c'est totalement condamnable? Barry? Chez moi, tout acte humain est d'abord compréhensible. Maintenant, on situe l'acte dans le contexte. C'est cela. Voilà. Moi, je note que les deux individus ont perdu leur self-control. Ils n'ont pas pu gérer leurs émotions. Et voilà les conséquences. Naturellement, ces conséquences-là ne seront pas sans sanction. Quel que soit ce à quoi vous êtes confronté, il faut savoir se calmer, affronter la situation
avec calme et sérénité, ça va vous éviter des problèmes. Ouais, généralement, en Afrique, on a des maladies qu'on néglige. C'est ça. Lesquelles, Quand par on exemple? dit le palu, bon, c'est un petit palu, on l'entend couramment. C'est un petit palu, ça va aller. Or, le palu est la maladie qui tue le plus en Afrique. Donc, peut-être que souvent, quand les gens ont des malades chez eux, qui sont malades de palu, pour eux, ils doivent guérir. Et s'il n'y a pas de guérison, si jamais il y a un décès, on essaie souvent de porter la responsabilité au médecin qui est chargé de la prise en charge du patient. C'est un cas de palu sévère et anémie, hein, paludisme sévère et anémie. Donc vous voyez que l'enfant devait être je ne suis pas médecin, mais je sais que un palu accompagné d'anémie, c'est quelque chose de quand même grave. Il faut une prise en charge rapide pour essayer de sauver l'enfant. Mais aussi, au niveau du corps médical, il y a la gestion des relations qui manque chez certaines personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Souvent les infirmiers, pas les médecins forcément, mais au niveau du service accueil. Quand vous partez, souvent vous arrivez dans certains hôpitaux, pour prendre un renseignement, celle qui doit vous recevoir ou celui qui doit vous recevoir, il est sur son téléphone. Franchement. Vous avez un patient à côté, ça énerve, Mais ça est-ce que dans irrite ces les cas-là, gens. on se retrouve justement dans la configuration que vous décrivez dans Non, les mais deux si cas. vous avez en face de vous quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions, il va perdre le contrôle et il va commettre des dégâts. Donc la responsabilité est engagée de partout. Très bien. Mais rien n'excuse ce que ces deux individus ont fait dans les hôpitaux. Merci. Pascal, votre commentaire? Je fais comme les autorités, c'est-à-dire que je présente mes condoléances. C'est bien beau ici sur le plateau de dire qu'il faut maîtriser ses émotions et tout, mais je peux vous dire, quand je vois ce jeune homme-là qui on vient de dire qu'il a perdu sa mère, il est devenu comme fou. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, pour nous tous déjà, le père, la mère, ça représente beaucoup. Mais pour lui, je pense que c'est quelque chose de terrible qui lui arrive. Tout son monde s'écroule manifestement. Je vais partir sur le point de la gestion de l'annonce de la perte d'un être cher quand on est dans un système de santé. Il faut qu'il y ait des procédures. Moi, je crois beaucoup dans la force des procédures. Nos hôpitaux sont déjà trop accessibles à tout le monde. Il y a un moment où, que vous soyez de la famille ou pas, le temps où il y a le décès du patient, ce qu'on ne souhaite pas, et le temps où on l'annonce, il faut que ce soit maîtrisé par le personnel médical. Comment est-ce que, poursuivez un peu et décryptez votre idée. Je m'explique. Déjà, à l'hôpital général de Port-Bouët, par exemple, le jeune homme, vous le voyez, lui-même, il va se faire mal parce qu'il va blesser des gens. Je pense que la vidéo ne montre pas tout, elle montre peut-être une partie de ce qui s'est passé, puisqu'il a manifestement vandalisé du matériel, il s'est blessé lui-même, j'en suis certaine. Quand une personne décède, elle ne décède pas au vu au su de tout le monde. C'est rare en tout cas. Parce que quand le moment d'urgence arrive, je pense qu'on déplace la personne dans des unités de soins ou des unités d'urgence qui constatent le décès quand on ne peut pas l'éviter. À partir de ce moment-là, quelle est la procédure, quels sont les standards qui sont appliqués avant qu'on ne l'annonce à la famille? Vous comprenez? Et c'est là où je rejoins Barry parce que la façon de l'annoncer, le moment où on l'annonce et comment on le fait, détermine pas, mais peut constituer à atténuer les choses. Vous comprenez? Parce que si on a une sage-femme qui sort... Enfin, une sage-femme, non, pardon, je m'excuse auprès des sages-femmes. Si on a un agent de santé qui sort comme ça de la salle et puis qui dit « Ah ben, elle est morte » ou « il est parti » ou « l'enfant est décédé ». Vous voyez, même dans la façon de le faire, il faut faire attention. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais j'espère qu'il y aura, vous voyez, quand il y a de graves accidents, on dit toujours qu'il y a une cellule d'écoute, il y a une cellule psychologique qui est mise en place. Peut-être qu'il faut les mettre à l'ordre du jour dans nos unités de santé et leur laisser le soin à eux d'annoncer ce genre de nouvelles. Ceci dit, oui, mettre le feu là où il y a 12 patients et leurs parents à l'hôpital, au CHR d'Agboville, c'est dangereux. Là, il est passible de poursuite et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Alors justement, sur le point de la cellule d'annonce ou la cellule psychologique en charge justement de réagir avec les parents des patients, on aura justement le directeur de cabinet qui est en ligne. Bonsoir, monsieur le directeur de cabinet. Vous êtes docteur Kofi Akachar. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous.
Bonsoir, madame. Très bien. Nous avons déjà essayé de mettre les pieds dans le plat. Nous avons rappelé les faits. Quelle a été justement la réaction du ministère de la Santé? Pouvez-vous me rappeler les faits? Allô, Oui, docteur? rappelez les faits. Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Vous avez la parole. Je n'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Il voulait Alors, rappeler les j'étais faits. disant, alors, si vous voulez rappeler les faits, libre à vous, allez-y. Et puis, nous allons poursuivre avec la prochaine question. Allez-y, je vous prie. Ok. Alors, il y a... Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ok, d'accord. Alors, il y a deux faits qui sont décidés par le week-end passé. Oui. Il y a un fait qui s'est déroulé à l'hôpital général de Port, où une dame a été reçue, hospitalisée, et bien entendu, au cours de la prise en charge, cette dame a présenté un tableau de saignement digestif, ce que nous appelons en fait des bactéries. Et justement, elle a succombé à... Très bien. Elle avait donc une hémorragie digestive, c'est cela. Et elle a succombé. Très bien. C'est ça. Elle n'avait pas été... La liaison n'est pas bonne, je pense. On a du mal à vous percevoir, à bien percevoir vos propos parce qu'ils sont très importants. Peut-être qu'on va essayer de rappeler, voilà, pour avoir une main. Monsieur le directeur de cabinet, on a du mal à vous percevoir, la ligne s'entrecoupe. Donc on va vous rappeler à l'effet justement de bien vous percevoir pour meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Très bien. Élisée Bolo, ce qu'on nous dit, alors, ce qu'on nous Pascal, dit vous pas terminez pour et puis on passera à... C'est ça. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est peut-être dans le détail, et c'est ce que peut-être allait faire monsieur le directeur de cabinet. Est-ce qu'elle a subi une opération chirurgicale? Est-ce que c'est au cours de l'opération chirurgicale qu'on découvre l'hémorragie digestive qui, de toute évidence, il me semble, hein, je ne suis pas spécialiste, est interne donc. Comment ça se passe dans le détail, ça aiderait peut-être à comprendre, mais ça ne les ramènera pas à la vie. Clair. Le petit garçon qui arrive, qui est déjà anémié, ça veut dire que ça fait peut-être plusieurs jours qu'il fait un palud, et il a une anémie d'avant. Parfois, l'équipe médicale n'est pas responsable de ce qui arrive à la fin, Bien parce sûr. que souvent on arrive un peu trop tard à l'hôpital. Alors, dans les faits, et on va passer avec Élisée, le samedi, le petit de 10 ans est arrivé à l'hôpital, au CHR d'Agboville. Il présentait, selon donc les articles présents, il présentait une anémie sévère, un palud sévère et anémie. Pour la dame de Port-Bouët, c'est lors de son... Elle a donc été hospitalisée et prise en charge. Pendant l'hospitalisation, elle a présenté donc une complication d'hémorragie digestive. Oui, mais pourquoi Voilà. elle vient à l'hôpital? Et donc, dont elle est décédée malgré les mesures d'urgence prises par le corps médical. Voilà. Et ces faits-là sont tirés donc du mot du ministère de la Santé. Écoutons Élisée Boloubé pour son point. Ok, tout comme Pascal, hein, je voudrais déjà mes premiers mots présenter toutes mes condoléances aux différentes familles. C'est des épreuves, c'est des moments douloureux, perdre des êtres aussi chers, que ce soit un enfant ou que ce soit une mère, c'est vraiment douloureux. Et j'imagine déjà leur désarroi dans cette situation-là. C'est vrai, comme tout le monde l'a dit ici, cela ne saurait excuser le fait qu'ils réagissent de cette manière. Ça peut s'entendre parce que, comme le dit la loi, nul n'est censé se faire justice soi-même. Si on n'est pas content d'une situation qui s'est produite, je pense qu'on a des mécanismes qui existent, qu'on peut saisir ou qu'on peut activer pour pouvoir se faire justice, en fait, ou pouvoir permettre que la justice soit de son côté. Donc, c'est ce canal-là que les uns et les autres devaient utiliser. C'est vrai que ça a été difficile. Ce n'est pas évident pour tout le monde devant une situation. C'est en cela que je rejoins Pascal sur la nécessité de mettre en place ce dispositif-là d'accueil, d'écoute, qui est nécessaire dans un centre de santé pour moi. C'est vraiment important déjà que les psychologues, que je dis des médecins en santé mentale, des gens vraiment qui soient aguerris, qui peuvent parler à notre esprit, même à notre âme en quelque sorte, pour pouvoir nous apaiser, qu'on puisse en disposer vraiment un peu en grand nombre, qu'on puisse permettre cette formation-là de se démultiplier et qu'on en ait beaucoup dans les centres de santé. Maintenant, quand je finis de dire ça, je me dis que
Il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je suis... Si on se plaint de l'agissement de ces malades et qu'on trouve que c'était un peu disproportionné, oui. Mais il faut aussi comprendre, il faut aussi avoir l'honnêteté quelque part de reconnaître qu'il y a des efforts à faire dans nos centres de santé. Moi, je suis totalement d'accord avec, ou du moins, je salue vraiment toutes les décisions prises par l'État dans le cadre du programme sanitaire, avec le rehaussement du plateau technique, avec des centres de santé construits un peu partout. Ça, on l'applaudit de nos deux mains. Mais quand on finit ça, il faut vraiment qu'un travail soit fait sur les animateurs de ces centres de santé. C'est la chose la plus importante pour moi. Vous savez, un malade, quand il arrive à l'hôpital, la première chose qui déclenche le processus de rétablissement du malade, c'est l'accueil. C'est ça. Si l'accueil est bien fait, je vous assure, le malade et les parents du malade sont déjà soulagés, sont déjà apaisés et ils peuvent déjà entrevoir une solution positive. Mais quand déjà ils sont face à des personnes qui donnent l'impression d'être indifférents vis-à-vis de la souffrance que leur malade a en ce moment ou bien de ce qu'ils sont en train de vivre, vous imaginez tout de suite que quand ça tourne au vinaigre, on dira simplement, mais dès l'instant qu'il a présenté une situation d'indifférence, c'est normal qu'on aboutisse à une solution, à un verdict pareil, le fait que la personne... Je reste avec vous, Élisée. Est-ce que vous parlez de façon générale ou par rapport à ces cas dont nous parlons, vous pensez, vous avez des éléments d'information pour dire, non, attention, on pourrait avoir je suis en train de parler de ce challenge-là? Non, je parle de façon générale. Très bien. Comme je le disais, vous savez... notre rôle ici aussi, c'est vraiment d'avoir l'honnêteté d'interpeller parfois les pouvoirs publics quand c'est nécessaire. La question, je dis, des animateurs de nos centres de santé est une question pour moi primordiale. Il n'y a pas quelqu'un sur ce plateau, si on veut faire un sondage aujourd'hui, qui va dire qu'il allait une fois à l'hôpital et qu'il n'a pas été devant une situation qui lui a paru vraiment désobligeante. Il n'y en a pas. Que ce soit dans un établissement public ou dans un établissement privé. La question d'accueil est une réalité. Cette réaction que les gens ont, moi, je n'ai pas le fin mot de toute l'histoire. C'est-à-dire, vraiment, je n'ai pas eu les acteurs pour les interviewer comme il se doit. Mais a priori, qu'est-ce qui pourrait déclencher une vive colère de quelqu'un parce qu'il vient de perdre quelqu'un face à l'administration hospitalière? C'est parce qu'il estime quelque part que des choses n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. La raison voudrait qu'en cet instant précis, quelqu'un qui soit animé d'une telle colère, cette colère ait été justifiée par le fait qu'il estime que les choses n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. Comme je le dis, je n'ai pas le fin mot, je ne connais pas l'histoire dans les détails, mais je vis sur la base de la logique. Voilà. Très bien. Donc, quelque part... Ici, manifestement, il est en colère. Donc, je pense qu'il faut qu'à ce niveau-là aussi, des efforts soient faits. Comme je le dis, on salue tout ce qui a été fait dans le cadre du programme hospitalier. Mais à mon avis, vraiment, il y a du travail à faire sur la question des animateurs de nos établissements sanitaires. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui le plus gros chantier sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Alors, Sarah, au-delà donc de la réaction de vos différents amis sur le plateau, il y a des problèmes qui sont mis en appendice à rimer à ce challenge-là, à ces difficultés, ces familles qui ont perdu des êtres chers. Est-ce que vous allez dans le même cadre? Parce qu'on n'a pas en fait le point. On ne sait pas si l'accueil a été défectueux, on ne sait pas si, l'accueil s'est mal passé, on ne sait pas comment est-ce que la chose a été annoncée. Mais au-delà de ce qui se passe, ils mettent en lumière ce challenge qu'aurait donc notre système de santé. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Alors, je vais réagir de manière peut-être un peu plus dure que mes collègues chroniqueurs ce soir. Par expérience personnelle, par des expériences autour de moi, mais surtout je suis partie voir des audits pour comprendre quels ont été les dysfonctionnements majeurs qui ont été identifiés. Alors malheureusement, je suis tombée sur un audit qui date quand même un peu. Le dernier en date est de 2013 et il annonce un peu tous les gros dysfonctionnements au sein de certains soins hospitaliers. Et le premier est lié au retard dans la prise en charge des patients. C'est quelque chose qui revient. Je ne trouve pas ça normal que des patients doivent d'abord payer leurs factures avant de bénéficier de prestations de soins. C'est un dysfonctionnement pour moi majeur et grave et qui persiste encore dans certains établissements. Surtout quand on est face à un cas d'urgence. Quand vous avez un enfant qui a moins de 5 ans, qui présente un palu avec une fièvre de 40 degrés et qu'on doit payer d'abord sa facture avant d'être prise en charge. Parce que je comprends évidemment, il faut le montrer. Il faut d'abord. Non, je parle juste. Malheureusement. Non, je parle juste, pardon, de. Il faut séparer de l'audit. Il faut séparer les faits en tout cas. Oui, je finis. Je parle de l'audit et des remarques générales qui ont été faites à l'époque et aussi d'expériences un peu plus personnelles. Donc il y a ce problème qui, je pense, doit être
Effectivement, vous devez présenter votre carte d'assurance, etc., avoir une pièce d'identité. Il y a des documents absolument nécessaires et je ne remets pas ça en cause. Je remets en cause le fait de devoir payer, surtout quand vous avez déjà une assurance. Je ne parle même pas des gens qui ont une CMU, c'est encore plus difficile de payer sa facture avant d'être prise en charge dans les cas d'urgence. Il y a ensuite un manque de motivation du personnel, etc. Je ne vais pas détailler ici toutes les listes qui ont été faites parce que c'est un audit qui date tout de même, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des audits plus fréquents pour justement identifier tous ces dysfonctionnements, car ils peuvent faire partie du problème. L'acte criminel auquel on a cité, c'est un acte criminel pour moi, mettre à feu un hôpital où il y a d'autres... C'est un acte criminel et un acte aussi, j'ai envie de dire, désespéré peut-être. Je ne sais pas de trouver des concours de circonstances, mais il s'agit d'un homme qui a perdu son neveu. D'autres enfants auraient pu mourir dans ce cadre-là et ça, c'est impardonnable. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu d'autres victimes. Mais j'ai envie de dire, mourir d'un palu aujourd'hui, quand on a 10 ans, ce n'est pas forcément... On parle d'anémie. C'est tout à fait normal d'avoir une anémie quand on présente un palu. L'anémie se présente dès les premiers jours du palu. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs niveaux de palu. Il y en a un qui est beaucoup plus grave que les autres. Mais c'est une maladie aujourd'hui curable. Surtout, il est beaucoup plus difficile quand un enfant a un palu à moins de 5 ans. Effectivement, c'est le premier cas de mortalité dans tout le continent. Pour un enfant qui a au-delà de 5 ans, on peut se soigner du palu. On a tous attrapé le palu, je ne sais combien de fois. Donc, il faut vraiment se pencher sur ce type de dysfonctionnement auquel on peut... C'est humain. Ce n'est pas l'erreur médicale, c'est des erreurs humaines qui peuvent être, à mon sens, corrigées. Alors, on essaie d'avoir le directeur de cabinet en ligne. On espère que la connexion travaillera avec nous, mais on essaie de l'avoir. Daouda, vous continuez sur votre point. En fait, je vais aller... On passera aux solutions. Aux solutions. Voilà. Aujourd'hui, je fais le distinguo entre les deux cas qui sont passés à Port-Boué et à Agboville. Parce qu'on l'a déjà dit, le monsieur, il a tort de se faire justice lui-même. Mais comme Élisée le disait tantôt... Donc on fait le distinguo et on parle des problèmes. Et on parle des problèmes du système de santé. Comme ça, on se retrouve. Parce que moi, je le dis, aujourd'hui, Christelle, je vais prendre un exemple palpable. Je tiens en horreur le CHU de Cocody. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Je fais un accident grave de la circulation. Et les sapeurs-pompiers viennent nous chercher. Celui qui m'est rentré dedans et moi-même, on se retrouve dans la même ambulance. On nous envoie à 3 heures... Vous êtes deux dans l'ambulance? On est deux dans la même ambulance. On nous envoie au CHU de Treichville. On arrive aux urgences. Ensanglanté. Puisque j'ai... Treichville d'abord. Pardon, j'ai dit Treichville parce que en fait, c'est deux... Cocody, CHU de Cocody. Et du coup, j'ai des restes de pare-brise dans la tête. Je suis ensanglanté. L'autre aussi est ensanglanté. On nous dit, il n'y a pas de place. Il n'y a aucune place. L'ambulance nous a juste déposé. Lui, il est parti. Et c'était à quelle heure, Daouda? Je parle de 3 heures du matin. 3 heures du matin. Imaginez-vous un temps soit peu, je n'étais pas avec mon épouse. L'autre, il n'était pas en état, justement. Finalement, c'est mon épouse et moi qui prenons l'autre, on emprunte un taxi et on se retrouve à la polyclinique des Deux Plateaux pour se faire soigner. Et là, vous êtes pris en charge? Je suis pris en charge parce que je suis dans un établissement privé et j'ai payé cash de ma poche. Imaginez-vous que moi, je n'avais pas les moyens de payer. Imaginez-vous un temps soit peu que ce soit quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens que moi pour pouvoir payer ces soins-là. Il meurt là. Ça, c'est le premier point. Et je parle par expérience. C'est cela. Pour avoir travaillé au CHU de Treichville, en tant que technicien de surface, pendant des années, les preuves sont encore là. J'ai nettoyé la clinique Béda pendant des années. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des infirmières s'asseoir dans leur salle d'attente pendant que des malades ont leur glucosé qui est terminé. Ou des parents... La perfusion. La perfusion de glucosé qui est terminée. Les parents des malades viennent les appeler. Elles sont assises, elles attendent. Souvent, il y a des parents qui meurent juste pour un glucosé. Disons les choses clairement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, c'est ça? Souvent, il y en a qui n'ont pas les moyens de payer le glucosé. Moi, je peux comprendre. Aujourd'hui, Élisée a dit un truc qui est très important. Quand on regarde les centres de santé qui ont été construits par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du programme hospitalier. Justement, le plateau technique a été relevé. Mais il est clair, il faut qu'on soit sincère. On est sur un plateau. Disons la vérité aux agents de santé. Certains agents de santé, parce que je préfère mesurer et nuancer mes propos. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Mais dans le système de santé aussi, il y a aussi des brebis galeuses. Qui, aujourd'hui, quand tu arrives dans un centre de santé, mais cette façon désinvolte, de façon laconique, de t'accueillir, de te parler, comme si vous étiez des amis. Tout ça peut créer des traumatismes. Mais bien sûr. Quand tu imagines un parent qui vient avec son enfant, ou bien sa maman,
qu'on traîne à tout bout de champ, Arrivé à un moment, quand ce parent décède, souvent, c'est pour cette raison que dès longtemps, je vous ai dit, quand je prends du recul, je peux entendre sa colère. Ce n'est pas que je justifie sa colère, mais je peux entendre sa colère. Parce que tu as souffert pendant tout un processus et finalement, l'être cher que tu aimais si tant s'en va. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse le dire les choses clairement aux gens. L'État a fait sa part. Mais il est important que dans le système... Ceux qui animent. Voilà, dans le système de santé ivoirien, il est important qu'on forme aussi les agents de santé. Et ça, il faut le dire au ministre Pierre Demba, qui est à la charge du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé. Il faut le dire aux gens parce que les gens en souffrent terriblement. Et c'est très important. Et le directeur de cabinet, justement, est en ligne. Je rappelle que c'est le docteur Kofi Akachar, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Monsieur le directeur de cabinet, vous êtes de retour. Vous avez sûrement entendu tous les commentaires de nos amis sur le plateau. Votre réaction après, évidemment, le rappel des faits. Allez-y. Alors, merci, madame. Mon plaisir. Malheureusement, il m'a été demandé de ne pas être à côté d'une télévision, donc je n'ai pas suivi très bien. Je n'ai pas suivi le débat. Alors, après les faits, je vous rappellerai un peu les propos de nos amis sur le plateau. D'accord. Donc, les faits, je commençais à vous dire, il y a eu 2 qui sont produits dans 2 niveaux le week-end. Le premier, c'était à la délégation où une dame est reçue pour un tableau. Elle a été hospitalisée et au deuxième hospitalisation, heureusement, elle a eu une importance dans la humanitaire, c'est aussi important. Il n'a pas pu être, il a malheureusement entraîné c'est ça. Nous profitons pour voir les gens à la famille. Et je suis donc à faire, ses parents, un de ces élèves, les traitements d'émission dans son prix personnel et dans l'hôpital. Le deuxième produit, au CHR, où justement, famille, un enfant a été reçu pour un tableau paludisme associé et l'air. Cet enfant a été correctement. Alors, ce que je vous proposerai, monsieur le directeur de cabinet, c'est de travailler à un agenda pour que vous soyez présent sur le plateau parce que malgré vos efforts, la communication est vraiment difficile. Vous n'êtes pas vraiment très audible, alors que ce que vous dites est très important pour meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Qu'en pensez-vous? Allô? Oui, je vous proposerai un agenda où vous serez là, sur ce plateau, pour expliquer, parce que vous n'êtes pas très audible, la connexion ne nous arrange pas. On vous perçoit à demi-mot, oui. Voilà, donc, proposer un agenda, je vais parler le ministre Demba. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc, juste après l'émission, ou même pendant que nous continuons, vous serez appelé à l'effet de trouver une date qui vous siera. Christelle. Merci infiniment, monsieur le directeur de cabinet, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Pascal, permettez, il demandait la parole. Barry, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé, que nous condamnons les faits, il faut véritablement travailler à un renouvellement de mentalité ou faire en sorte que le personnel qui est quand même ici indexé par plusieurs... certains personnels. Voilà, certains personnels puissent être meilleurement formés ou update dans la formation. J'ai bien écouté tout ce que mes collègues ont dit sur le plateau. Le premier point qui revient, c'est que tout tourne autour de l'humain. Les animateurs des centres de santé dont on parle, ce sont des hommes. Ils viennent de la société. Ils ont certainement passé un concours pour arriver là-bas. Donc, il faut questionner le fonctionnement de la société ivoirienne, de la société africaine. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou non, notre société est devenue une société matérialiste.
tout tourne autour de l'argent. Les valeurs ont été mises de côté, tout tourne autour de l'argent. Et les patients qui viennent, c'est vrai qu'on a indexé les animateurs des centres de santé, mais il y a aussi des patients qui viennent dans les hôpitaux, ma foi, ils ont des comportements qu'on ne peut pas décrire. Hein. Donc tout n'est pas à mettre sur certains personnels. Ils ont raison de signifier. Daouda a raconté des expériences de vie. C'est très important de l'entendre parce que ce sont des choses qu'il a vécues. Mais je dis tout ça, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'agent de santé qui va travailler dans un centre de santé, il vient d'un groupe social. Et c'est ce groupe social-là qui fournit les ressources qui vont dans les centres de santé. Si, à la base, il y a un problème sociétal, c'est normal qu'on retrouve ce genre de comportement dans les institutions publiques. Et ce n'est pas propre au centre de santé. On peut le dénoncer à la police, on peut le dénoncer à l'enseignement supérieur, on peut le dénoncer à la justice, parce que chaque système produit des tares. Et souvent, ce sont ces tares-là qui discréditent les institutions. Exactement. Pascal, votre point. Oui, à cette échelle-là. On va sur le point des solutions. Hein. Comment est-ce qu'on règle? Absolument, sur le point des solutions, j'en arriverai, mais très rapidement. À ce stade-là, on va trouver des excuses à tout le monde. Pourquoi? Je veux dire que ce ne sont pas pour tous les métiers qu'on prête serment. Il y a des métiers pour lesquels, il a parlé du métier de policier, de force de défense et de sécurité généralement, il y a des métiers pour lesquels on demande aux personnes qui sont en fin de formation de prêter serment. Ça a un sens, le serment d'Hippocrate, ça a un sens quand on fait prêter serment aux étudiants de l'INFAS ou à tous ceux qui agissent dans les secteurs de santé. Mais c'est parce que quand on arrive à l'hôpital, pour ce qui nous concerne ce soir, on est fragilisé. On est fragilisé, soit on vit en situation d'urgence, comme l'évoquait Sarah, ou on vit en tout cas dans un état de détresse, au minimum. Parce que quand on a juste mal à la tête, on va à la pharmacie et puis on prend ce qu'il faut. Quand vous franchissez l'hôpital, en général, c'est parce que vous avez peut-être essayé, ça dépend des personnes, certaines vont essayer un jour, d'autres vont attendre plus longtemps. Enfin, donc quand on prête serment, ça veut dire qu'on sera dans l'exercice de ses fonctions, soumis au feu de cette fonction-là, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Donc oui, si vous ne pouvez pas tenir votre serment, eh bien, il y a certains métiers vers lesquels il ne faut pas partir pour venir faire subir vos incuries aux gens qui ne vous ont rien demandé. Parce que par essence, ceux qui vont venir là vont venir parce qu'ils auront des problèmes. Maintenant, sur une des solutions, je pensais à ce qui est arrivé à Daouda. Il arrive à 3 h du matin et on lui dit de payer. Peut-être que... On me dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, voilà. Peut-être qu'il faut regarder, on va en parler peut-être tout à l'heure, à ce qu'a fait Madame la ministre Marietou Koné. Elle a fait les états généraux de l'éducation nationale. Il faut ça s'impose au niveau de la santé. Il faut qu'on fasse peut-être un jour les états généraux de la santé. Parce qu'il faut qu'on en arrive avec des écriteaux qui disent « Vous êtes en droit de réclamer une place ou de ne pas payer tant qu'on ne vous a pas administré tel niveau de service. » Il faut que l'information soit claire, précise et qu'elle soit disponible. Et ces états généraux-là vont servir à clarifier beaucoup de choses, ce à quoi on a droit dans l'hôpital public. Aujourd'hui, on a la CMU qui aide donc à élargir la caisse de financement pour que nous puissions être mieux reçus. Élisée Boloubé, vous serez en accord avec les états généraux, ça s'impose, il faut faire les états généraux de la santé? Moi, j'ai aucun problème avec. Hein. Si c'est nécessaire, je pense que c'est aussi nécessaire, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Si nous sommes unanimes à reconnaître que c'est un système perfectible, donc les états généraux certainement permettront de pouvoir rendre ce système-là beaucoup plus, je vais dire, plus adéquat. Voilà, pour ce qui est des solutions, moi je pense que les solutions, c'est sur des responsabilités partagées. Premièrement, pour ce qui concerne les populations, moi je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a mis devant une situation, nous a mis face à une situation. Le gouvernement dit qu'ils ont prévu de nous aider à nous soigner. Et pour ça, qu'on souscrive à la CMU. Frères, Ivoiriens, Ivoiriennes, allons souscrire à la CMU. Payons nos cotisations de CMU. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, nous, on dit au gouvernement et au pouvoir public, aidez-nous à nous soigner en mettant à niveau vos personnels qui sont dans vos centres de santé pour que l'accueil soit de nature à nous rassurer et non pas à nous repousser. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, il faut que vous puissiez suspendre. Moi, je le dis honnêtement, il ne passe même pas par le dos de la cuillère. Ces histoires de caution qu'on doit payer quand quelqu'un vient et il est malade, ça répond à quelle logique? Pour vous, il faut annuler carrément. Il faut enlever ça. Il faut qu'on enlève la question des cautions là. Attends, vous et moi, c'est parce qu'il y a une vie qu'on demande l'argent. Mais si la personne là, vous demandez caution, donne et puis il meurt, ça répond à quelle logique? Ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver un système pour qu'il paie plus tard, c'est ça? Quelqu'un rentre dans un centre de santé
Avant même qu'on cherche à savoir même, il s'appelle Élisée Boulbeu, là. Ouais. On n'a qu'à commencer à le soigner d'abord. Quand on commence à le prendre en charge d'abord, après on peut demander, il s'appelle Élisée Boulbeu, il travaille à Live TV. Il n'a pas payé la facture, allez-y voir Fabrice Savignon, il va payer pour vous. C'est fini. Et puis on avance. Mais on ne peut pas toujours dire aux gens, payez d'abord avant qu'on vous soigne. Payez, non, ça, je pense que l'État doit supprimer ça, que ce soit dans les établissements privés ou que ce soit les armées publiques. Ça, il faut qu'on supprime ça. On va écouter Sarah pour terminer. Pour terminer, on va écouter Sarah. Sarah, allez-y. Merci Christelle. Pour terminer, moi j'ai 3 propositions très concrètes. Déjà en ce qui concerne les audits, il faut qu'il y en ait plus fréquemment et qu'elles soient surtout rendues publiques, qu'on sache quel établissement a des dysfonctionnements où on n'a pas, qu'on puisse avoir un classement et savoir quand on rentre dans un centre de santé où est-ce qu'on se situe. Deuxièmement, revoir le fonctionnement des hôpitaux, surtout des CHU, à savoir justement déterminer en cas d'urgence qui doit payer, qui ne doit pas payer. Je veux dire, il y a plusieurs cas de figure et effectivement, si vous saignez de partout, etc., on ne va pas vous demander quand même de passer la carte bleue avant d'être prise en charge. Ça ne fait pas de sens et ça, c'est le fonctionnement d'un établissement. Ça doit être audité, encadré et bien défini. Très bien, Sarah, troisième point, en ce qui concerne la motivation du personnel, je pense qu'on l'a tous expérimenté, tous constaté. Il y a peut-être aussi un problème des salaires. Augmenter les salaires tout simplement des aides-soignants, des infirmières. Elles ont un rôle primordial. Alors vous pouvez rire, mais c'est des gens qui gèrent notre santé. Bien sûr, il faut les traiter particulièrement. Mais évidemment, alors certes, il y a la formation. Et le salaire qui doit suivre, surtout quand on est dans des centres privés où voilà, les gens se font quand même beaucoup d'argent, ça reste un business à the end of the day. Merci, donc voilà, revoir les salaires de ces personnes pour les motiver, vu que le problème principal, c'est quand même lié à un manque de motivation. Très bien, nous aurons... Tu as autre chose à proposer, Daouda? Permettez, nous aurons bientôt un haut responsable du ministère de la Santé, justement, à l'effet de mieux décortiquer cette thématique-là. Et vous pourriez donc, à ce moment-là, continuer donc le débat sur les récriminations qu'on pourrait faire à notre système, surtout pour l'améliorer, c'est notre objectif. Au-delà de tout ce qui s'est passé, nous condamnons les actes de violence perpétrés par ces individus, mais en même temps, nous disons au ministère de la Santé, regardez, il y a encore peut-être assurément des choses à faire. On part au journal et c'est Isabelle Vauvor qui est de service ce soir. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne qui va démarrer avec encore une note triste. Alors, un homme a garé son véhicule sur le pont Charles de Gaulle et s'est jeté dans la lagune aujourd'hui. Et il y a eu donc des secours avisés. Les recherches, lors de la publication, en tout cas de l'information, étaient toujours en cours. On attend des nouvelles, mais déjà, messieurs et dames, comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle assez difficile, Sarah ? Oui, c'est un drame aujourd'hui. L'actualité est particulièrement lourde, Christelle. Oui. Et par rapport au suicide, j'ai envie de dire de manière générale, parce qu'on pense que c'est un cas de suicide auquel on participe ici. J'ai envie de dire, dans le milieu urbain, malheureusement, c'est des cas qui sont de moins en moins isolés. On voit des cas de suicide de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents. Et le problème chez nous, Africains, j'ai envie de dire, c'est qu'on néglige et minimise souvent la dépression. Et j'ai envie de dire le poids que porte aussi... Il n'y a que la dépression qui peut pousser quelqu'un à faire un tel acte, c'est cela? Une dépression assez longue, oui, qui n'est pas traitée, qui est négligée. Et il y a aussi peut-être le poids dans notre société de l'homme, aussi souvent maintenant chez les femmes, de subvenir aux besoins de toute la famille, c'est cette obligation qui est aussi morale, etc. Et le souci, c'est qu'on dispose de peu de structures, j'ai envie de dire, qui prennent en charge ces cas de dépression, et aussi peut-être parce qu'on n'arrive pas à mettre un mot là-dessus, et on les minimise aussi souvent chez nous. Très bien. Alors, Daouda, réaction, et on va passer donc à... Je trouve que c'est triste parce qu'aujourd'hui, en partant au travail, j'ai passé pratiquement 3 heures du temps dans les embouteillages. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais dans les embouteillages, dans les bouchons, pendant près de 2 heures du temps. Renseignement pris, on m'apprend ce que tu viens de dire. Un homme a garé sa voiture et s'est jeté. Est-ce qu'on a l'heure exacte, au fait? Pour ce que je sais, pour l'instant, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai été bloqué dans les embouteillages assez longtemps quand même. Il faut dire que ce lieu-là, ce n'est pas la première fois que quelqu'un se jette du haut de ce pont-là. Voilà. Mais ça pose véritablement la question aujourd'hui du suicide en Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas le premier suicide. On se rappelle au campus de Cocody, le jeune homme qui s'était suicidé. Au plateau même. Au plateau, la femme qui s'était défenestrée. Récemment, on a vu au niveau de Yopougon
qu'on appelle ça, un gendarme qui s'est tiré une balle dans la tête, ça pose une véritable problématique. Qu'est-ce qui peut véritablement pousser les gens à aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort? Donc pour moi, ça peut être une question de santé mentale. Il est important parce que, avec du recul, je me rends compte que quand le magicien Assalfo était en train d'organiser son FEMUA sous le thème de la santé mentale, je pense qu'il n'avait pas totalement tort, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne parle pas véritablement de santé mentale. Aujourd'hui, nos enfants sont harcelés. Avant, Sarah, quand on était encore jeune, les jeunes filles se prenaient du sable dans les cheveux. Quand l'enfant revenait à la maison, on savait que mon enfant avait été brutalisé à l'école. Mais aujourd'hui, on ne brutalise plus l'enfant physiquement. L'enfant est juste à côté de vous, il est brutalisé sous vos yeux, à votre nez, à votre barbe, dans votre salon. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de signes et je souhaite sincèrement que les pouvoirs publics puissent véritablement se pencher sur la question. Il faut que ça soit une question de santé publique. Ça devient véritablement récurrent de voir beaucoup de personnes mourir comme ça. Élisée, votre point? Ben, moi, c'est déjà une tristesse, un véritable drame. Comme je le dis, je pense que aujourd'hui, plus qu'hier, il faut que la question de la santé mentale, de la prise en charge psychologique des citoyens soit au cœur, j'ai dit au cœur de la problématique de la santé. Ce n'est plus une question d'un fait divers, mais pour moi, c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, la question de la santé mentale, il faut que dans nos établissements scolaires, dans nos universités, dans nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, on ait des médecins en charge de la santé mentale. Ça soit vraiment quelque chose. Moi, je pense même que le gouvernement doit aller plus loin, prendre même un décret, une loi qui fait obligation à chaque entreprise, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, à chaque secteur d'activité de disposer d'un psychologue, d'un spécialiste en santé mentale. Ça ne sert à rien de former des gens qui sont censés apporter de la valeur ajoutée à l'État si on ne peut pas profiter de leurs compétences parce que souffrant de problèmes mentaux qui finalement se donnent la mort. Je crois que l'investissement aujourd'hui qui s'impose à notre société, c'est d'investir vraiment dans la prise en charge mentale des citoyens. En tout cas, toutes nos condoléances à la famille éplorée. Mais Barry, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme ou une femme, justement, à arriver à ce point de non-retour? Écoutez, il y a la gestion des charges émotionnelles. Les gens ont assez de problèmes dans la cité. On va parler tout à l'heure, on va évoquer le cas des déguerpis de Port-Boué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer surtout la vie au quotidien. Il y en a qui sont dans des situations économiques où ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Et la pression est telle qu'ils n'ont même pas quelqu'un vers qui se tourner. Donc si on est dans une fragilité, toute mauvaise idée peut paraître bonne vis-à-vis de la personne. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Même moi, je profite de l'occasion pour dire aux autorités publiques que le département de psychologie de l'université Félix-Houphouët-Boigny forme des psychologues. Et à une époque, des gens ont dit ici que les sciences sociales étaient inutiles. Et la réalité sociale nous donne raison. Les sciences sociales sont au quotidien. Elles sont utiles. Il faut leur donner les moyens. Je pense qu'au niveau du département, il y a les psychologues cliniciens. Ce sont ceux qui sont concernés par ce genre de problème. Donc, il faut en former. Il faut encadrer ceux qui sont déjà là pour qu'ils puissent être dans les cabinets. On parle des entreprises, mais il y a les cabinets ministériels, l'administration publique, où il y a tellement de pression, il y a tellement de... La course vers le résultat. Ça veut dire que vous n'avez même pas de temps pour votre famille. Voilà, donc c'est compliqué. Il faut plus que jamais donner à César ce qui appartient à César. Les psychologues sont formés par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que ces psychologues-là soient exploités au plus vite possible pour le bien-être des Ivoiriens. Très bien. En attendant d'avoir donc toutes les informations nécessaires pour savoir en fait ce qui s'est passé, qui est-il, le profil en tout cas du défunt, on présente encore une fois toutes nos condoléances à la famille éplorée, à l'épouse, aux enfants, aux parents, aux amis, en tout cas, comme on le dit en Afrique, Yako. On parlait justement de ce qui s'est passé à Port-Boué. Mais avant d'en arriver, j'aimerais vous saluer, M. Bendé Karamoko. Vous êtes le président du collectif des déguerpis du quartier abattoir. Vous restez avec nous. On va parler après cette mauvaise nouvelle. On va essayer de regarder ensemble les résultats du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été publiés hier, messieurs. Sont-ils fameux? J'aimerais avoir vos différents points, messieurs, dames. 34
29,17% en 2024 contre 32,09% en 2023. Élisée Boloubeu. Votre question de savoir si ces résultats sont fameux, je vais vous répondre tout de suite, ils ne sont pas fameux. A-t-on évolué? Et pourquoi de tels résultats, selon vous? Non, on a évolué parce que là, on a évolué, je crois, de 2 points. Voilà, on est passé de 32%, 32,09% en 2023 en 34,17%. Non, pas besoin de s'enorgueillir. C'est vrai, on note juste cette faible hausse, mais on reste toujours en deçà des 50%. Je me pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Depuis des lustres, impossible de franchir là-bas des 50% d'admis au bac. Il y a un véritable problème. Et ça ne met personne. Chaque année, c'est la même chose. On vient, on fait la comptabilité, on est à 34,17, on est à 31, on est à 28, on est à 29. Et puis, bon, tout le monde se réjouit, on avance. Non, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Non, il faut que ça s'arrête. Soit, il y a une volonté inavouée de voir les élèves échouer, soit la formation est problématique, soit il y a un véritable problème structurel. Il faut qu'on ait le courage. Selon vous, les épreuves sont un peu corsées parce qu'on veut voir, selon vous, hein, je prends les exemples que vous avez donnés, oui, ou soit les élèves c'est pas selon moi. Moi, je pose des problématiques. Je me dis que, soit, comme je le dis, il y a une volonté inavouée de voir un taux élevé d'échecs, c'est-à-dire donc, on fait les examens dans une perspective pareille, soit la formation n'est pas au niveau, et puis donc les gens échouent, ou bien soit, vraiment, il y a un problème structurel, il faut avoir le courage de poser le problème et puis le résoudre. 32,09%, pour répondre à votre question, comme je le disais en entame, ce n'est pas fameux. Très bien. Sarah, la faute à qui? Est-ce que les enfants étudient ou les épreuves, on les corse un peu pour avoir le véritable niveau justement de l'école ivoirienne par rapport aux élèves de terminale? Alors pour moi, le problème, il est au moins à 3 niveaux. Alors c'est vrai que 34%, c'est mieux que 32%. On évolue très légèrement, mais ça reste quand même très bas, relativement bas par rapport... c'est quand même 2/3 des élèves qui n'ont pas obtenu le bac cette année, ce qui est énorme. À mon sens, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est tout simplement la qualité de l'enseignement. On ne peut pas tout remettre sur le... Qu'est-ce que vous reprochez aux enseignants? Je fais des reproches sur la qualité de l'enseignement. Si vous avez 2/3 des candidats qui n'ont pas leur bac, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment correctement formés pour l'obtenir. Alors, donc il y a la question de la qualité. Au niveau du lycée Sainte-Marie de Cocody, on a 100% quand même. Mais ça indique justement que dans certains établissements, il est possible d'atteindre le score maximum quand la qualité suit, quand il y a une formation des enseignants qui est topissime. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi la préparation des élèves. L'épreuve du bac, c'est quand même quelque chose d'assez stressant, etc. Moi, je me souviens, à mon époque, toute l'année, on se préparait au bac. On a eu aussi un bac blanc pour se préparer. Troisième point, je pense que ça met tout simplement en avant le défi des systèmes éducatifs ivoiriens. Parce qu'à les écoles privées, on voit bien que ça réussit très bien. Et les écoles publiques, où les résultats sont beaucoup plus bas. Donc il y a beaucoup de questions à se poser et d'actions à entreprendre, parce que ce n'est évidemment pas suffisant. Très bien, Sarah. Alors, le point, Daouda, c'est qu'on a essayé de faire un petit check. Et certains affirmeraient qu'attention, cette année, c'était quand même accessible. Hein. Mais est-ce que les étudiants, du moins les étudiants, est-ce que les élèves de terminale sont concentrés justement sur leurs études? Pour vous, quelles seraient les raisons fondamentales de ce taux? Moi, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Le problème, il est clair, c'est les élèves eux-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je le dis parce que quand un élève qui est en terminale passe le 3/4 de son temps sur TikTok, passe le 3/4 de son temps sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les gens, en train d'invectiver les gens, en train de danser à tout va, vous voulez qu'on accuse qui? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un élève d'une classe de terminale ou de première au lycée de Cocody qui a giflé son enseignant? C'est l'enseignant qui le... On se rappelle bien de cela? Bien sûr. Donc, c'est bien beau d'accuser... Le système Non, comment on appelle ça? Le corps enseignant, le système et autres. Parce qu'effectivement, le système, c'est pas faux. Il y a des cours où c'est assez difficile. Mais quand on a fini de dire tout ça, toi-même qui es en charge de ta vie, qui a le gouvernail de ta vie en main, qu'est-ce que tu fais de ça? Aujourd'hui, prenez le temps. Aujourd'hui, on reçoit souvent des stagiaires. Oui. Qui sont d'un niveau bac+2, souvent bac+3. Mais je vous assure,
lisez leurs écrits. Ils peuvent même pas faire... Il y a des choses à revoir. Franchement, le gars, il est incapable de faire une phrase sans faire une seule faute d'orthographe ou de grammaire. Et tu ne penses pas qu'il y a eu un problème justement pendant son apprentissage? Non, même s'il y a eu, Sarah, même s'il y a eu un problème d'encadrement, toi-même, tu fais quoi? Parce que déjà, on est rentré dans un... d'apprentissage, pas d'encadrement. Non, justement, il dit non. Ok. Il dit non. Pour moi, ce n'est pas, ça peut être une raison, mais la raison fondamentale pour moi, c'est l'étudiant ou l'élève lui-même. Écoutons Barry. Barry, allez-vous être vous du côté de Sarah ou du côté de Daouda? C'est la faute à qui? Aux étudiants, à certains étudiants ou élèves justement qui dansent, pendant que les autres étudient, ils dansent sur TikTok et autres. Ils sont toujours dans le pays, hein? Les responsabilités sont partagées pour moi. Barry, oui. Les responsabilités sont partagées parce que ce sont les élèves d'aujourd'hui qui deviennent les enseignants de demain, certains parmi eux. Donc, si vous êtes distrait à l'école, normalement, vous allez devenir un enseignant distrait. C'est une véritable question, ils sont distraits. Et il y a aussi un élément qu'on néglige. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sortent de l'école sont des modèles sociaux de réussite pour les plus jeunes? C'est-à-dire, Barry? Le coupé-décalé. Le PAYA. La crise militaro-politique de 2002 a fait émerger des modèles. Et c'est ce qui explique en partie pour moi la présence de la violence dans les écoles d'aujourd'hui. Il y a des gens qui s'identifient à ce genre de profil. Donc celui-là, quand il va à l'école, pour lui, l'école n'est pas forcément un moyen de réussite, en fait. Donc il y a une question de profondeur à régler. Autre chose, pour moi, il faut vraiment décongestionner le système. Je prends l'exemple de l'enseignement général. Vous allez voir un élève qui est en terminale D, qui est super bon en EPS, super bon en art plastique ou en musique, qui va passer le bac, et il a les maths qui sont coefficient 4, il a ses points forts, comme on aime à le dire. Souvent, ils sont moqués. Hein. On dit, à toi, tu es premier en EPS. Oh, c'est un talent. Très bien. Donc, il faut essayer de repenser le système pour que ces gens-là, qui peuvent exceller dans le sport, dans les arts plastiques, dans la musique, aient des lycées propres et des profils à eux. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas parce qu'on a un invité, Sarah. On va féliciter tous ceux qui ont eu le bac. Voilà, c'est tout. Tous ceux qui ont eu le bac parce que c'est vraiment de haute lutte. Et puis, c'est un sujet qu'on va ouvrir. Monsieur Bandé Karamoko, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif des déguerpis du quartier Abattoir. C'est exact. Les faits se sont déroulés donc dans la nuit du 1er au 2 juin. Ils se sont poursuivis jusqu'au 4 juin. Il s'agissait donc du déguerpissement de la zone. On parle de 200 à 300 hectares. Et au préalable, il s'agissait donc de faire bouger l'abattoir. Mais après, l'action du district s'est retrouvée in fine à agir sur les différents quartiers. Aujourd'hui, quel est le point de situation ? Alors merci. Il faut dire que le point de la situation est très alarmant. Alors pour revenir sur l'historique, comme vous l'avez mentionné tantôt, effectivement, dans la journée du 1er juin dernier, nous avons tous appris, à l'instar de l'opinion nationale, qu'un bras de fer opposait le district d'Abidjan aux marchands de la filière bétail-viande. Alors, quel bras de fer qui s'est malheureusement soldé par le saccage du bien public et privé, chose que nous condamnons d'ailleurs avec la dernière énergie. Alors, mais force est de constater que ce bras de fer, malheureusement, a débouché sur le déguerpissement d'un ensemble de 6 quartiers de l'abattoir. Alors, un déguerpissement qui s'est malheureusement passé dans la nuit. La première phase s'est passée, je vous le dis et je le répète, ça s'est passé de 22h à 4h du matin. C'est donc du 1er au 2 juin. Du 1er au 2 juin, la première phase. Alors, ça s'est donc passé la nuit, créant donc une atmosphère de peur, de panique générale dans le quartier. Des corps habillés qui malheureusement ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes dans la nuit. Alors, créant donc, comme je l'ai souligné tantôt, une atmosphère de peur, de pleurs, de cris, d'anxiété, de douleur, d'appel au secours. Alors, les maisons ont été mises malheureusement à sac durant cette nuit. À l'abattoir, à ceux qui connaissent le quartier Abattoir, il y a une rue qu'on appelle la rue Commerce à l'abattoir. Cette rue, c'est une rue qui regorge des ateliers de couture, qui regorge des magasins de bijoux, de pain, des couturiers qui ont pris des vêtements des gens pour coudre pour la Tabaski, malheureusement ont vu leur atelier démoli dans la nuit avec tout le contenu, les habits compris l'arsenal de couture. Nos pauvres mamans qui vendaient des pains, malheureusement, ont vu leur magasin saccagé la nuit, des magasins de téléphonie mobile. Moi qui vous parle, la demeure de ma belle famille qui était à l'abattoir a été détruite dans la nuit. Très bien. Alors donc, l'opération s'est donc poursuivie pendant 4 jours. 4 jours. Pendant 4 jours d'affilée.
sur une superficie qui s'étend pratiquement sur plus de 100 hectares environ. Alors, on peut opposer aussi à ce que vous dites que lorsque le rapport justement dressé par le district autonome fait état justement de 2 véhicules incendiés lors de ce déguerpissement, 2 porte-chars incendiés, 2 pelles mécaniques incendiées, un bus de la compagnie Sotra caillassé, 15 blessés et 23 individus interpellés. Alors, moi je vous dis, Christelle, vous convenez avec moi que la Côte d'Ivoire se veut un état de droit. Et dans un état de droit, en droit, les sentences sont individuelles. Lorsque des crimes sont commis, on identifie simplement les auteurs du crime, on les poursuit jusqu'à leur donner retranchement, on les met à la disposition de la justice. On ne peut imputer la responsabilité d'un crime à une autre personne autre que son auteur, fût-il son frère. Très bien, écoutons Élisée pour une question. Alors, ces personnes vulnérables, ces vieilles personnes, ces femmes, ces enfants, ces septuagénaires, ces octogénaires, qui ont vu leur maison déguerpie et qui n'ont absolument rien à voir avec cette filet de viande bétail, qu'a-t-il fait de ces gens-là? On va l'écouter pour une question. Nous avons appris du district que suite à ce déguerpissement, il y a un site qui aurait été identifié à Nani sur la route de Bassam où vous seriez relogés, où les déguerpis seraient relogés sur des espaces d'environ 70 mètres carrés par là, et avec une contribution financière. Là, on a appris des autorités du district. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Où nous en sommes avec cette opération? Est-ce que c'est une réalité? Et puis, si c'est vrai, où nous en sommes aujourd'hui avec cette opération? Alors, avant même qu'on en arrive à cette opération, moi je vous dis que, franchement, j'ai envie de dire, au risque peut-être d'être discourtois, j'ai envie de dire que c'est ridicule comme solution. Pourquoi c'est ridicule? Alors, on ne peut pas déguerpir les maisons des gens, les jeter à la rue. Allez sur le site actuellement, les gens dorment à la Belle Étoile. Ils sont toujours sur il y a des gens qui sont encore là? Si, ils sont toujours là. Ceux qui ont des familles, ça y est, là, Abidjan sont partis. Mais allez sur le site, vous verrez des gens qui dorment à la Belle Étoile. Moi, j'y étais avant-hier nuit. Il y a même des nourrissons. Moi, j'ai vu des femmes qui ont des bébés à peine de 5-6 mois qui dorment dehors à la Belle Étoile. Alors, Mais il avait été prévu justement après cela. Non, on déguerpit les maisons, on jette les gens à la rue et après on parle d'un site de recasement qu'ils sont en train d'aménager. Alors j'ai envie de dire qu'ils sont en train d'aménager. Vous l'avez jamais vu vous-même? Je n'ai jamais vu et c'est maintenant même que le recensement est en cours. D'accord? Pendant ce temps, ils sont toujours dehors, c'est ce que vous dites? Les gens sont toujours dehors. La logique aurait voulu, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas, si vous voulez, à une première expérience de déplacement des populations. Les populations ont toujours été déplacées en Côte d'Ivoire, surtout la commune de Port-Boué, en la matière, à une expérience. Les habitants de Port-Boué d'Ayopour ont été déplacés pour l'extension du port d'Abidjan et pour l'infrastructure à Port-Boué. Mais ils ont d'abord prévu des sites de recasement avant qu'on ne chasse les gens. Très bien. Monsieur Bendé, écoutons Daouda. Monsieur Gramro, merci beaucoup. Ce que je voulais savoir, c'est la première chose, est-ce que ceux qui habitent l'abattoir extension ont-ils un titre foncier? Première chose. Et la deuxième chose, c'est de savoir concrètement, est-ce que quand vous parliez de sentences, on a vu des déguerpissements qui sont passés aux banques, à GESCO, mais on n'a pas eu autant de violence extrême jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors justement, pour répondre à votre deuxième question, c'est ce que nous n'arrivons pas d'ailleurs à comprendre. Parce que vous convenez avec moi qu'après ce qu'on pourrait tous ensemble qualifier de drame de GESCO, à l'issue d'un conseil des ministres, le chef de l'État demande à ce que les directions se passent désormais avec plus d'humanisme. D'accord? Bien sûr. Hein. Alors, mais bien au contraire, c'est avec plus de violence. La brutalité, la violence qu'on a vue à Port-Boué ne s'est pas produite à Banco. Mais en même temps, tout ce que je viens de citer, les véhicules incendiés, les porte-chars, enfin, tout ça, c'est la responsabilité de qui, justement? Mais bien évidemment, en Côte d'Ivoire, la justice dispose d'un mécanisme, n'est-ce pas? Bien évidemment, de traquer les auteurs des violences et de les faire subir la rigueur de la loi. Surtout même que ces chars qui ont été caillassés, pour ceux qui connaissent Port-Boué, ça s'est passé devant l'hôpital de Port-Boué, enfin, à présent des caméras. À ce niveau, il y a des caméras de surveillance. Donc il est donc très facile de tracer ces personnes-là et puis les traquer, les mettre non, mais selon les informations, mais après, le juge a produit un truc où ils ont été même ciblés. 23 personnes ont été interpellées et ont été arrêtées. Il n'a pas répondu à ma question. Oui. Laquelle des questions? Le titre foncier. Alors, le titre foncier. Alors, justement, à ce niveau, moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous parlent de titres fonciers. Oui. Alors, moi, je pense que la question des titres fonciers, ça et là, je trouve ça comme étant peut-être des manœuvres de diversion. Pour faire occulter, j'en viens, pour faire occulter la brutalité et la violence avec laquelle le s'est passé. En Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous conscients et nous savons que tous ceux qui ont acquis des biens immobiliers à l'aube des indépendants dans les années 50, ces gens disposent de documents, mais pas des titres fonciers. D'accord? Nous avons des documents, des lettres d'attribution délivrées par les entités étatiques de ce pays. D'accord? Alors, si on va sur la base des titres fonciers et autres, frère,
Nous sommes tous à Abidjan ici. Nous savons que les titres fonciers, en dehors des nouvelles bâtisses qui sont en train de construire à Abidjan, en dehors des Sojofia et des Sikoji, mais bien nombre de quartiers à Abidjan n'ont pas de titres fonciers. Allez à Koumassi, prenez tout Port Boué de Koumassi, les gens n'ont pas de documents. Prenez tout à Bobo, ils n'ont pas de documents, frère. Mais vous nous dites ce soir que vous avez des quartiers comme ça. Nous avons des documents, mais pas des titres fonciers. Mais monsieur Karamogo, excusez, rapidement, pardonnez. pour qu'on passe à Barry. Mais est-ce que, j'en viens, le fait de ne pas avoir des documents, je suppose qu'on n'ait pas des documents formels qui répondent à l'aspiration des officiels. Est-ce que le fait de ne pas disposer de documents formels justifie la violence avec laquelle le déguerpissement s'est passé? C'est une atteinte grave aux droits de l'homme, d'accord? Le président de la République, nous nous souvenons très bien que le chef de l'État, en 2010, lors de sa campagne, et là c'est un point très important que je voudrais soulever, pour interpeller en fait nos autorités actuelles. Le président, lors de sa campagne, après avoir parler un peu de tout ce qu'il veut faire en termes de logement, en termes d'habitat pour la population relativement à son projet de société, a dit ceci, et je cite. Il dit dans le même chapitre, je prévois 100 milliards de francs CFA au cours de mon premier mandat pour améliorer les conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers précaires. Et mieux, je les aiderai à avoir des titres fonciers afin qu'ils soient à l'abri des éventuels déguerpissements. On a besoin d'avoir cela. On est là. Le président l'a dit depuis 2010, d'accord? Alors, diantre, on s'est dit qu'avec le gouvernement actuel, nous avons soutenu ce pouvoir actuel, on allait avoir des titres fonciers et tout. En lieu et place qu'on ait des titres fonciers, en lieu et place qu'on décaisse l'argent pour améliorer nos conditions de vie dans les quartiers précaires, on vient, on nous déguerpille, on nous jette à la rue comme des malpropres, comme du bétail. Moi, je l'ai dit la dernière fois. Même le bétail, la dernière fois, ils ont parlé de relocaliser l'abattoir, d'accord? Ils ont trouvé un site pour délocaliser d'abord les bétails, sur Djamé d'abord, avant donc de déguerpir. Mais pour les êtres humains, on nous a donc jetés dehors comme des malpropres, sans aucun huissier. Et ça ne met personne. Monsieur Karamogo, en fait, parce que j'avais ma relance que je n'ai pas pu, comme M. Karamogo, je sens qu'il y a beaucoup de passion et je compatis. Mais saviez-vous avant qu'on devait déguerpir cette zone ou pas? Non, on ne le savait pas. M. Karamogo, vous ne pouvez pas dire ça. Je pense que ce soit en 2017-2018, le district devait le déguerpir. Je vous explique. Il y a même une partie qui avait été déguerpie en son temps. Permettons qu'il explique rapidement pour que Barry puisse parler. Allez-y. Le district d'Abidjan a toujours procédé par une ruse. C'est fort, ça. Ah oui, ils ont toujours rusé avec la population, surtout de l'abattoir. Ça, je le dis de façon claire et nette. D'accord? En 2018, ils sont venus, certes, comme ça a été passé cette année, sans aucune mise en demeure, sans aucune sommation, sans aucune campagne de sensibilisation. Ils ont prétendu que le quartier, c'est une zone inondable. D'accord? Ils sont venus, ces 6 quartiers, comme je l'ai dit, à l'abattoir. Ils ont mis un quartier à sac, sous prétexte que la zone est inondable, chose qui n'est pas vraie d'ailleurs. Nous connaissons tous les zones inondables d'Abidjan, d'accord? Et le quartier abattoir ne figure jamais. Mais c'est insalubre quand même. Non, j'en viens. C'est très insalubre. Mais cher frère, écoute-moi s'il te plaît. L'insalubrité, dans ce pays, nous avons un ministère qui est en charge de lutter contre l'insalubrité. On ne déguerpit pas un quartier parce que le quartier est insalubre. L'insalubrité, c'est un phénomène qui se traite, d'accord? Et d'ailleurs, l'abattoir n'est pas insalubre. Ça, je m'inscris en faux. Il y a un quartier à l'abattoir qu'on appelle le nouveau quartier. Pour tous ceux qui connaissent l'abattoir, ce sont les déplacés du quartier phare que Madame le maire, en son temps, a déplacé pour envoyer à cet endroit. Ce quartier n'a rien envié au quartier de... Ce quartier n'a rien envié au quartier de Sojefia et de Sikoji en termes d'urbanisation avec les VRD. Et ce quartier a été également aussi mis à sac sous prétexte que c'est un quartier insalubre, sous prétexte que nous luttons contre les désordres urbains. Il nous reste une seule minute, on va l'écouter. On va donc aller avec Barry, s'il vous plaît. Barry, rapidement. Monsieur Karamoko, après avoir dit tout ce que vous avez dit, quelles sont les pistes de solutions pour vous, pour régler cette question? Alors, les pistes de solutions, d'abord, moi, je reviens sur le cas de 2018 qu'il a évoqué tantôt. En 2018, lorsque ça s'est passé, nous avons plutôt préconisé une approche pacifique avec les autorités. D'accord? Et nous avions même demandé qu'on fasse la lumière sur le déguerpissement parce qu'il y a eu tellement de zones d'ombre. Nous avons adressé des correspondances aux autorités, y compris le procureur de la République, à l'effet d'ouvrir une enquête sur ce déguerpissement. Malheureusement, toutes nos correspondances sont restées lettres mortes. Alors, la chose s'est encore répétée encore cette année. Alors, ce que nous préconisons comme solution, comme vous l'avez dit tantôt, dans un premier temps, il va falloir que réparation soit faite pour tout ce qui a été fait. D'accord? Réparation soit faite, que cette population qui a été déguerpie, qui a été jetée des reculs, les gens ne savent pas au parti, que réparation soit faite. Et qu'on se penche également sur le cas de cette population. Le cas a été déguerpi, pendant le déguerpissement, il y a eu mort d'homme, d'accord? Il y a eu mort d'homme, aucun ministère, ça n'aimait personne. Personne n'est venu là-bas. Et personne n'est venu au secours, encore moins assister en tout cas à cette population endeuillée. Très bien. D'accord? Qu'on assiste cette population
et qu'on répare également le tort qui a été commis à cette population et qu'en plus de la réparation, qu'on puisse également accompagner cette population pour qu'elle puisse se regarder dignement. À défaut, dans un pays de droit, lorsqu'on sent que malheureusement l'interlocuteur fait la sourde oreille, on saisit les tribunaux. Vous l'avez fait? Nous avons terminé. Merci beaucoup, messieurs. On a terminé l'émission. Merci. Il est 20h30. Merci beaucoup d'être venu donner votre voix. Monsieur Bindé Karamoko, vous êtes le président du collectif des déguerpis du quartier Abattoir. C'est clair que c'est un dossier qui va être suivi en espérant que les autorités puissent créer mettre en place tout ce qu'il faut pour aider ces populations-là. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous, Élisée, Sarah, Daouda, Barry. Merci à tous les téléspectateurs. On se retrouvera donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.